ambitions qui sont les nôtres en matière de recherche. De l'exemple Airbus, de la coopération inter-nationale, puisque aujourd'hui on ne conçoit plus rien autrement que par l'intermédiaire de l'Union européenne et qu'on oublie qu'il y a eu et qu'il y a toujours des projets qui se sont construits par des coopérations entre les nations et dont on peut dire aujourd'hui que ce sont plutôt celles qui marchent le mieux. Il y a donc un avenir en dehors de la technocratie de l'Union européenne et un avenir notamment de coopération industrielle qui a fait ses preuves. Alors pour assurer sa prospérité et sa réindustrialisation, la France a absolument besoin d'une recherche fondamentale performante, suivie d'applications technologiques fructueuses dans tous les domaines scientifiques et techniques. Et ce, d'autant plus qu'il faudra soutenir une concurrence commerciale et scientifique avec de grandes puissances émergentes comme la Chine et l'Inde. Il se posera la question de savoir s'il n'y a pas eu des erreurs stratégiques majeures qui ont consisté, dans le cadre de chantages commerciaux, à se soumettre à des transferts de technologies que nous risquons de payer extrêmement cher dans l'avenir. La France consacre environ 2,15% de son PIB à la recherche, alors que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, les États-Unis et Israël, pour ne citer que, fournissent un investissement qui est bien supérieur. Environ 46% de la recherche française est assurée par l'État et 54% par le privé. Eh bien, notre objectif est de parvenir en 2017 à consacrer 3% du PIB à la recherche. Je désapprouve au passage fermement les propos désobligeants qui ont été tenus par Nicolas Sarkozy contre la communauté scientifique dans son discours du 22 janvier 2009. La France possède une longue et brillante tradition scientifique s'appuyant sur de grands organismes de recherche publique, CNRS, CEA, INSERM, INRA, Institut Pasteur, etc. Ces universités et ces grandes écoles. Notre école mathématique est l'une des meilleures du monde. Nos industries de haute technologie et nos laboratoires pharmaceutiques sont de réputation universelle. Et dans un passé récent, nous avons été moteurs de projets absolument magnifiques, comme Ariane et justement Airbus, qui, je le rappelle, ne doivent rien, strictement rien, à la super technocratie européenne. Cela dit, nous avons toutes les raisons d'être inquiets pour l'avenir. Plusieurs réformes structurelles, loi LRU, nouveaux modes de financement de l'université et de la recherche ont été engagées sans réflexion de fonds préalable suffisante et ont désorganisé l'enseignement supérieur et la recherche. Les crédits de la recherche publique non finalisés ont été diminués de 10 à 30% suivant les cas, au profit de la recherche sur projet à court terme, gérée en grande partie par l'ANR et des investissements dits d'avenir, l'ABEX, IDEX, ces initiatives d'excellence. Ce système conduit à dépenser beaucoup d'argent, d'énergie et de temps pour au total faire moins de recherche. Les chercheurs sont donc obligés de gaspiller un temps considérable pour remplir des dossiers de demande de financement au détriment de leur mission fondamentale de recherche. Un dossier de l'Agence nationale de recherche demande environ 3 semaines de travail. Pour un appel à projet LABEX, les laboratoires d'excellence, le dossier demande plusieurs mois d'efforts. Les évaluations sont de qualité douteuse et la sélection est faite dans une totale opacité. Très souvent, les lettres de refus montrent que le dossier n'a pas été lu. Dans un tel dossier, les chercheurs doivent annoncer à l'avance ce qu'ils trouveront, ce qui, dans beaucoup de cas, paraît évidemment totalement absurde. Les découvertes scientifiques ne résultent jamais de la mise en œuvre technique de procédés déjà connus. Elles sont au contraire les conséquences d'un événement totalement inattendu et surprenant, se produisant souvent lors de l'exploration d'un domaine jugé a priori secondaire par ses pairs. On ne trouve pas ce qu'on cherche au départ. Et très souvent, une découverte génère de manière imprévisible des profits considérables dans d'autres domaines. Ce système de financement va donc tarir la source des découvertes scientifiques majeures. Les grands organismes de recherche publique, CNRS, INSERM, INRA, ne peuvent plus mener de politique de recherche réfléchie à long terme. En outre, ils sont affaiblis par la RGPP et transformés en coquilles vides. Et aucune structure ne prend le relais. Les LABEX ont une durée de vie inférieure à 10 ans, avec un financement incertain à moyen terme et une gestion difficile.
les projets ANR sont conçus pour 3 ans. La politique de Nicolas Sarkozy désarticule notre recherche et la fait tournoyer et zigzaguer au gré de la conjoncture politique immédiate. C'est vraiment dans ce domaine aussi la catastrophe du court-termisme qui est à l'œuvre. Ainsi, par exemple, la France ne pourra jamais mener un programme à long terme de recherche sur l'hydrogène, bien que certains brillants chercheurs aient des idées prometteuses pour démarrer, études de la production d'hydrogène naturel près des rives médio-océaniques, utilisation de la vapeur d'eau des centrales nucléaires pour faire une électrolyse à moindre coût, etc. Un tel programme aurait également besoin d'ingrédients nouveaux, issus de la recherche publique non finalisée. Il faut savoir que l'ANR n'a pas de comité scientifique. Fin novembre 2011, elle a annulé le programme de financement sur les contaminants de l'environnement et leurs effets, lancé 1 an plus tôt. C'est d'autant plus regrettable que le nombre de cancers liés à l'environnement est en forte augmentation. La raison officielle de cette annulation n'est pas connue. Il est très possible que des lobbies de l'industrie chimique soient intervenus parce qu'ils n'aiment pas que l'on examine de trop près les risques liés à leurs produits. Par ailleurs, la qualité des évaluations, faites notamment par l'agence ARS, est en baisse. De plus, notre recherche connaît une carence inquiétante, à savoir le manque d'innovation technologique et de brevets industriels. Ceci constitue un frein terrible à la croissance, par ailleurs déjà mise à mal par un euro trop fort et l'absence de protectionnisme intelligent aux frontières. Le niveau scientifique de nos lycées est trop faible, et cela nous empêchera de former tous les scientifiques dont nous aurons besoin dans les prochaines décennies. La grande majorité des élites françaises formées dans les grandes écoles ne reçoit pas de formation par la recherche, à la différence de l'Allemagne et des pays anglo-saxons. Nos ingénieurs ne sont donc pas suffisamment formés pour faire preuve d'innovation. Parallèlement à cela, la plupart de nos dirigeants d'entreprise n'ont pas la culture de la recherche. Ils préfèrent s'intéresser au profit immédiat et investir en bourse plutôt que d'investir dans la recherche. C'est ainsi qu'en France, s'est développé un capitalisme boursier, alors que les Allemands ont opté pour un capitalisme d'investissement. Très souvent, l'argent du crédit impôt recherche est utilisé abusivement par des grands groupes français à d'autres fins que la recherche. Notre croissance est en berne, alors que le crédit impôt recherche coûte plus de 4 milliards d'euros par an à l'État. En France, le doctorat n'existe ni dans les conventions collectives du privé, ni dans la définition des corps de fonctionnaires. Il ne forme quasiment qu'aux carrières universitaires et de recherche, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres pays développés. Ainsi, un étudiant ne se destinant pas à une carrière académique de chercheur n'a pas intérêt à consacrer 3 ans de sa vie à la préparation d'une thèse. L'organisation de l'aide à la valorisation en France est mal faite. Elle consiste en un enchevêtrement complexe de nombreux dispositifs au sein duquel les chercheurs ont beaucoup de mal à s'orienter. De plus, nos industriels, qui pour la plupart n'ont pas eu de formation par la recherche, sont souvent réservés à l'idée d'une interaction avec le monde de la recherche. Nous investirons, en ce qui nous concerne, 32 milliards d'euros dans la recherche. Le crédit impôt recherche sera réformé, de sorte qu'il profitera davantage aux PME et TPE innovantes. Car enfin, il faut quand même admettre que c'est surtout dans les TPE et les PME que sortent les innovations. En outre, il sera conditionné au maintien des centres de recherche en France et son usage sera davantage contrôlé. Les universités seront recentrées sur leur vraie mission, l'enseignement supérieur et la recherche. La gestion de leur masse salariale et la propriété et construction des bâtiments universitaires seront rétrocédés à l'État. Leurs crédits de fonctionnement seront remis à un bon niveau. Il est important de revaloriser le doctorat et d'acquérir une culture de la recherche et de l'innovation. Le niveau scientifique des lycéens sera progressivement relevé et ces derniers seront sensibilisés à l'importance de la recherche et de l'innovation. Le doctorat sera revalorisé et les élèves des grandes écoles seront encouragés à suivre une formation par la recherche, après ou parfois pendant leur scolarité. Une réflexion de fond, réunissant directeurs de grandes écoles, directeurs d'instituts et présidents d'universités, sera engagée, pilotée avec doigté par des représentants de l'État, pour déterminer et mettre en œuvre les réformes structurelles permettant un rapprochement entre grandes écoles et universités ou centres de recherche. On incitera nos dirigeants politiques et nos chefs d'entreprise à acquérir une culture de l'innovation et de la recherche.
Il faut de surcroît renforcer la recherche publique et l'évaluation quinquennale et développer la valorisation. La composition de l'agence d'évaluation ARS sera revue pour accueillir un contingent de chercheurs élus par leurs pairs, et sa mission d'évaluation se conformera exclusivement à des critères scientifiques, indépendamment de toute influence politique. Une concertation élargie à tout le monde de la recherche, via l'organisation d'états généraux en début de quinquennat, permettra de déterminer les grands domaines prioritaires de recherche sur lesquels les investissements les plus massifs devront être portés. Je vous en reparlerai à la fin de mon intervention. La planification stratégique de la réindustrialisation fixera dans le cadre de ces états généraux ses priorités afin que les filières industrielles puissent déterminer et cofinancer les travaux de recherche qu'elles jugent les plus utiles. La coopération entre la recherche privée et la recherche publique sera encouragée. Un effort de recherche sera porté sur des secteurs clés pour la compétitivité de l'économie et de l'industrie française, dont notamment le développement d'énergies alternatives au nucléaire. Bon, c'est mon dada, hein, excusez-moi, je pense à l'hydrogène, ça fait de nombreuses années que j'en parle, j'en avais parlé dès les élections régionales de 2004, on pense aux biotechnologies, aux nanotechnologies, en particulier pour ces dernières dans leurs applications médicales. En ce qui concerne précisément le secteur médical, l'accent sera porté sur, en plus de la lutte contre le cancer et les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, au premier rang desquelles, bien sûr, la maladie d'Alzheimer. Le budget de la recherche publique non finalisée sera remis à un bon niveau. On redonnera aux grands organismes de recherche publique, CNRS, INSERM, INRA, INSU, leur autonomie scientifique et les moyens de développer une politique scientifique à long terme. Ceci impliquera la création d'un certain nombre de postes, obtenus par exemple en transformant en postes permanents certains emplois précaires fournis par l'ANR. Les évaluations quinquennales des laboratoires de recherche publics seront rendues très rigoureuses. Elles comprendront une étude approfondie des rapports d'activité et des objectifs à venir, ainsi qu'une inspection sur place. Elles conditionneront le montant du renouvellement des aides qui ne seront plus reconduits de manière automatique. Il n'est pas raisonnable, mesdames et messieurs, que nos chercheurs passent actuellement autant de temps à remplir des dossiers de demande de financement et à faire de la bureaucratie. On leur donnera donc des moyens récurrents avec marge de manœuvre et possibilité de prendre des risques. On veillera à ce que les enseignants-chercheurs puissent consacrer effectivement la moitié de leur temps de travail à la recherche. On réfléchira à l'instauration d'un système de primes et de promotion pour récompenser les chercheurs qui iront au contact du monde industriel pour valoriser les découvertes de la recherche publique non finalisée. Actuellement, il faut bien le dire, la valorisation est l'une des rares activités à ne mériter aucune prime. L'organisation de la valorisation en France sera bien sûr simplifiée et rationalisée. On favorisera les coopérations internationales avec des nations très actives dans le domaine des transferts de technologies. On cherchera aussi à améliorer le processus d'aide à la création de start-up, en simplifiant au maximum la bureaucratie imposée aux chercheurs. La dotation du concours national d'aide à la création d'entreprises technologiques innovantes sera augmentée. Je vous rappelle qu'actuellement, son budget est de l'ordre d'une trentaine de millions d'euros, alors que celui de son homologue israélien dépasse largement les 200 millions d'euros. Enfin, il faut limiter la recherche sur projet à des objectifs ciblés et viser la simplification et la transparence. Une partie significative des crédits de la recherche sur projet sera reversée à la recherche publique et à l'emploi statutaire. La recherche sur projet sera limitée aux actions ciblées de type suivant. 1. Faciliter une collaboration sur un sujet précis entre des laboratoires français géographiquement éloignés et encourager la création de réseaux. 2. Permettre à des jeunes chercheurs de donner une impulsion à leur début de carrière. Et 3. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, aider à la valorisation. Les agences de financement comme l'ANR seront dotées d'un comité scientifique et travailleront dans la transparence. Le format des dossiers de candidature à un financement sera considérablement simplifié de manière à ce qu'ils soient complètement expertisables en moins d'1h30, sinon ils ne seront pas lus sérieusement. Le système des appels d'offres du type Equipex, Labex, IDEX, etc. sera remis à plat avec une période transitoire pour ne pas pénaliser les lauréats des années 2011 et 2012. Rappelons quand même que ce système conduit à dépenser plus de temps, d'énergie et d'argent pour au final faire moins de recherche, ce qui n'est pas performant. Par exemple, la préparation du projet d'IDEX de Toulouse a été conçue par un cabinet conseil et a coûté 400 000 € à l'université. Les intérêts de l'argent du grand emprunt
seront affectés à l'aide à la valorisation et à la recherche publique. Enfin, en ce qui concerne les chercheurs, nous pensons qu'il faut améliorer et récompenser la productivité de qualité, et c'est la raison pour laquelle nous chercherons à attirer les meilleurs chercheurs étrangers et français, en tout cas à conserver les chercheurs français les meilleurs en leur proposant d'excellentes conditions de travail et des salaires gratifiants. On pourra par exemple développer un système attractif de chaires. Et on augmentera les dotations des prix de l'Académie des sciences, ce qui aura pour effet direct de récompenser les chercheurs les plus méritants sans provoquer de vagues. Enfin, on renforcera le système de l'Institut universitaire de France. Voilà les axes de notre projet capables de relancer l'excellence française en matière de recherche. Pour terminer, j'aimerais évoquer devant vous un grand chantier qui, il est vrai, est un grand chantier stratégique et qui me tient à cœur. Il faut être conscient que la plupart des grandes difficultés du monde peuvent être réglées par des découvertes nouvelles. Je m'oppose en cela à l'analyse, à la posture, par exemple des Verts, qui considèrent qu'il faut la régression, l'arrêt de l'utilisation des moyens modernes pour les préserver. D'anciens responsables du Front National avaient dit à leur époque c'était les mêmes qui probablement, lorsqu'on taillait des pierres pour faire des flèches, disaient qu'il fallait arrêter de tailler les pierres parce qu'un jour on n'aurait plus de pierres. Et puis entre-temps, on a découvert le fer et on n'a plus besoin des pierres. Mais il en est exactement de la même manière pour le projet. Je pense bien sûr non seulement aux nouvelles technologies, mais aux découvertes en matière d'énergie nouvelle, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, je lancerai une grande politique stratégique concernant nos ressources, notamment maritimes. Je pense que cette vision est totalement absente dans l'esprit de nos dirigeants. Or, les 11 millions de kilomètres carrés de patrimoine maritime français sont et seront une source de richesse inouïe pour peu que l'on développe une vraie politique stratégique. C'est probablement dans la mer que nous trouverons un substitut au pétrole qui, au-delà de l'épuisement des réserves prévisibles, là pour le coup, crée une dépendance problématique de nos pays à un certain nombre de monarchies pétrolières. La mer, ce sera aussi une ressource en matière alimentaire. Je vous signale que déjà, des algues sont utilisées pour nourrir le bétail en remplacement des farines animales, dont on connaît d'ailleurs les difficultés problématiques sanitaires. Et bien sûr, une ressource d'eau douce, puisque le monde, on le sait, sera un jour, et peut-être plutôt qu'on ne le pense, confronté à une pénurie d'eau douce. Or, nous savons faire. Nous, entreprises françaises, nous savons désaliniser l'eau de mer, et nous pouvons, dans le cadre d'une recherche stratégique, améliorer considérablement ces possibilités de transformer l'eau de mer en eau douce. Enfin, de nouvelles molécules trouvées dans les fonds marins font l'objet aujourd'hui de travaux encourageants pour la recherche médicale. Nourriture, eau, médicaments, énergie, il est plus que temps de s'intéresser à ce trésor que représente l'or bleu et qui fait de la France le pays le plus riche d'Europe en la matière, la deuxième puissance maritime du monde. Cet or bleu qui permettra de surcroît de redonner d'ailleurs à nos territoires d'outre-mer une vraie place économique dans la dynamique française. Il n'y a plus une seule, en réalité, grande politique stratégique menée depuis de très nombreuses décennies dans notre pays. Il faut que celle-ci retrouve une place, car je sais qu'il n'est plus de mode d'avoir des visions à long terme et de s'engager pour les générations, stratégiquement pour les générations futures. C'est pourtant cela qui permettra aux générations futures de pouvoir croître et prospérer. Et il faut donc arrêter le court-termisme qui est depuis trop longtemps le seul horizon indépassable de nos dirigeants politiques en la matière. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui concerne la recherche. Si vous avez bien sûr des questions d'actualité à me poser, je suis à votre disposition.